Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue. Nous sommes dans un webinaire point de marché. Nous sommes le mercredi 10 avril, excusez-moi, 2019. Et aujourd'hui, grosse journée en perspective, si je puis me permettre. Nous avons la BCE. Est-ce que la Banque centrale européenne va mettre en place des mesures pour atténuer les effets compromettants sur la rentabilité des banques commerciales des taux négatifs? On en avait discuté hier avec mon cher collègue, enfin plutôt camarade Vincent Gann, rappelez-vous, dans le webinaire de 11 heures. Nous aurons également les minutes de la Fed. Alors, aucune décision des taux ou de la politique monétaire ne sera annoncée à l'issue de ces minutes, parce que c'est simplement un compte-rendu de ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Donc voilà, mais ce sera important à suivre. Entre les deux, nous aurons l'IPC US. Nous aurons également tout au long de la journée le sommet européen spécialement consacré pour le Brexit. Il y aura très probablement un report. Maintenant, voilà, d'après les informations qui tombent depuis maintenant quelques jours, le report il devrait se faire entre décembre et mars de l'année prochaine. Donc vous voyez, on aurait un report d'environ 8 mois à 1 an, pas au-delà, d'après Donald Tusk, et pas trop court pour ne pas affecter les élections européennes. Voilà, donc a priori, on aurait un report si, bien évidemment, l'accord de divorce est approuvé par le Parlement d'ici le 22 mai. Voilà, c'est a priori comme ça que ça devrait se passer. Maintenant, bon, la décision, il n'y a rien d'officiel, donc ça peut être complètement différent. Et nous aurons les résultats de LVMH après la fermeture des marchés. Plus grosse capitalisation boursière française, plus grosse capitalisation boursière de la zone euro. Donc autant vous dire que le bal des résultats des entreprises commence bien dans le vif du sujet. C'est pas une petite entreprise, c'est LVMH. Donc voilà, grosse journée en perspective, un regain de volatilité qui est attendu. On en a déjà eu hier avec vous savez, les prévisions du FMI qui ont été plutôt bien décevantes comme prévu. On va dire que ça a été revu à la baisse pour la troisième fois consécutive en 6 mois. Le FMI qui prévoit une croissance mondiale cette année de 3,3%, ce qui est le plus bas sur 10 ans, alors qu'elle prévoyait en janvier 3,5% et elle prévoyait en octobre dernier 3,7%. D'accord? Donc cette révision à la baisse justifie le fait, enfin en tout cas montre bien que finalement le bull market qu'on a eu sur les marchés à actions depuis le début de l'année, ce n'est pas grâce à la macro, parce que le FMI a revu à la baisse depuis ses prévisions du début d'année. Donc c'est pas grâce à la macro, c'est exclusivement dû au soutien des banques centrales. Voilà. Euh, donc euh, donc voilà un petit peu pour le briefing de l'actualité. Alors comme d'habitude, on va prendre connaissance de l'avertissement gaz sur les risques. Le trading avec effet levé enfile toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à toutes et à tous. Bonjour moi, j'espère que vous allez bien. Edwin, que je salue également. Bertrand, Brice, Cornel, Alexandre, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous passez une bonne matinée. Alors, comme on peut constater, hier, on a eu un net repli des marchés actions. Alors, Wall Street qui a ouvert à la baisse, qui a rebondi, on va dire, jusqu'à, il me semble, 19h, 20h, heure française. Et la dernière heure, ou en tout cas le dernier mouvement qu'il y a eu avant la fermeture du marché, c'était une nette baisse. Et le S&P a clôturé assez plus bas du jour, tout comme les indices européens. Donc, on a des chandeliers plutôt négatifs. Ça tombe bien parce que c'est ce qu'on prévoyait depuis vendredi dernier. Donc, normalement, pour ceux qui vendent depuis vendredi dernier, et même voilà, finalement lundi, on en avait parlé, mardi également, eh bien, pour le moment, vous devriez être en profit. Normalement, il n'y a pas de raison de ne pas être en profit actuellement. Le VIX qui s'emballait de 8%, c'est pas non plus voilà un bond du VIX, mais on a quand même une belle hausse. Ce matin, qu'est-ce que nous avons? On n'a pas de tendance. Le marché, il attend. Il attend quoi? Tous les facteurs que je vous ai cités. La Fed, la BCE, l'IPC US, le sommet européen. Donc le yen qui est en légère baisse, le gold
à l'équilibre, le Brent en baisse, le Nikkei en baisse, mais le MSCI Asie ex Japon en hausse. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de tempérament très clair sur les marchés ce matin, c'est vraiment voilà, la patience avant le premier catalyseur qui sera la BCE, décision des taux à 13h45. Donc voilà, il n'y aura pas d'annonce des taux, mais par contre, on pourrait avoir des pistes soit adoptées ou en tout cas annoncées par Mario Draghi lors de son discours à 14h30, des pistes pour, comme je vous l'ai dit, atténuer l'effet des taux négatifs sur la rentabilité des banques centrales. Parce que comme nous vous l'expliquions hier avec Vincent, quand on a des taux négatifs, le taux de la BCE, lorsqu'une banque commerciale vient déposer de l'argent à la BCE toutes les nuits, le taux il est de 0,40%. Donc la banque commerciale va payer 0,40% des taux d'intérêt pour stocker son argent à la BCE. D'accord. Sauf que voilà, la BCE a mis en place ces taux négatifs. Pourquoi? Pour obliger les banques commerciales à prêter de l'argent aux entreprises et aux particuliers dans le but de stimuler l'économie. Sauf que les banques commerciales ont des obligations en termes de réserve. Elles doivent stocker de l'argent, elles doivent avoir des fonds propres. Sauf que ces fonds propres, eh bien finalement, puisqu'ils sont stockés à la BCE, eh bien ils sont taxés. Enfin, ils sont taxés, voilà, il y a des intérêts négatifs. Donc, les banques commerciales financent finalement, rémunèrent la BCE, alors que c'est une obligation. Vous voyez, c'est pas forcément un choix. Donc, l'idée, en tout cas une piste qui serait fortement possible et qui est la plus envisagée pour le moment, c'est de faire comme la BOJ ou la BNS, c'est d'appliquer des taux négatifs qu'à partir d'un certain montant. Voilà. Parce que forcément les réserves, les banques commerciales déjà sont obligées et ont plutôt intérêt à avoir des réserves de liquidité, d'accord. Sauf que si ces réserves de liquidité sont, voilà, il y a des intérêts, elle doit payer des intérêts pour stocker cette liquidité à la BCE, bien forcément ça impacte la rentabilité des banques commerciales. Et d'ailleurs, on voit que les banques, le secteur bancaire de la zone euro depuis 2009, alors on va faire une petite parenthèse dessus, le ticker Bank Stocks Bank. Alors je ne sais plus c'est quoi le ticker. Alors le ticker. Alors on va se mettre depuis le maximum. Et là vous voyez depuis 2009, vous voyez depuis la crise, les banques européennes ne s'y sont pas du tout remises parce que les taux bas affectent nettement la rentabilité des banques. Alors que si on regarde les banques américaines se portent plutôt bien. D'accord. Bon, les banques américaines sont soutenues par des taux d'intérêt de la Fed plutôt élevés, mais même avant le début du cycle de resserrement des taux, on regarde JP Morgan. Voilà, JP Morgan, si on se met depuis voilà 2009, donc là on a eu la crise, vous voyez, on a eu la crise. JP Morgan n'a pas attendu la hausse des taux de la Fed pour que l'action monte, vous voyez. Alors si on met Fed Funds Rate, vous voyez, la hausse des taux elle a commencé en 2015 et l'action en 2015 elle était bien au-dessus de ses sommets de 2007-2008, vous voyez. Donc voilà, ce qui n'est pas le cas des banques européennes. La plupart sont encore en baisse à l'image de cet indice des banques. Donc voilà, l'idée, ça serait que la BCE trouve des mesures qui viendraient atténuer l'effet négatif des taux d'intérêt négatifs sur voilà, les banques commerciales. D'ailleurs, en plus, ça tombe,
voilà, on attend cette mesure alors que Société Générale a annoncé hier la suppression de 1600 postes à partir de juin. Donc voilà, on voit que le secteur bancaire est assez affecté. Le secteur bancaire européen est très affecté par cette politique monétaire, malgré les TLTRO. Bref, alors ça c'était un petit peu le sujet du jour. C'est ce qu'on attend au niveau de la BCE, c'est pas une décision des taux, mais on attend potentiellement des mesures pour les banques commerciales. Alors au niveau du CAC, regardez un petit peu le chandelier d'hier. Alors le chandelier d'hier, il est assez intéressant parce que voilà, on ouvre plutôt en baisse, on a un rebond et au final on clôture au plus bas. 5436 points. Donc là, on a presque, alors c'est pas une shooting star parce qu'on n'a pas de gap haussier, mais on voit que le fait qu'on clôture au plus bas, vous voyez qu'on voit, il y a une mèche, la mèche en bas est inexistante, c'est un signal clairement baissier. En plus de cela, on regarde le S&P, on regarde le S&P cash. Le S&P cash, il n'y a eu aucune impulsion haussière. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert à la baisse. Alors, je vais mettre en 15 minutes. Voilà, on a ouvert la gap baissier. On a rebondi. Et vous voyez, en deuxième partie de séance, on a eu la baisse et on clôture proche des plus bas. Voilà, donc c'est ces séances baissières. Alors, encore une fois, comme je l'ai dit hier et comme je le dis depuis maintenant plusieurs séances, je m'attends pas à une correction de moins 5 ou de moins 10% pour le moment. Pour le moment, alors certes, on a des divergences, mais on peut très bien, le RSI, on peut avoir une baisse jusqu'à que le RSI atteigne 50, et une fois que le RSI atteindra 50, on ait un nouveau rebond, comme ce fut le cas à ce moment-là, Vous voyez, le point commun entre ces deux rebonds, c'est que le RSI était proche, très proche de 50. Donc là, rien ne nous dit qu'on va avoir c'est possible qu'on ait une baisse du prix, que le RSI vienne atteindre 50 et qu'on ait un rachat à 50. C'est tout à fait possible. Donc voilà, perspective baissière, même si voilà, on a déjà eu une baisse assez intéressante, moins 0,61% pardon hier, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc notre objectif, enfin notre scénario baissier pour le moment se passe bien. Maintenant voilà, c'est une journée euh, très très importante avec la BCE, la Fed, l'IPC US, le sommet européen, LVMH. En fin de semaine, notamment vendredi, nous aurons les banques américaines qui publieront leurs résultats. Donc ça aussi, ça viendra influencer grandement le marché action américain. Donc voilà, ça va être qui tout double. En tout cas, la perspective à court terme, voilà, si on se met sur le SP, voilà, sur le contrat futur, ouais, contrat futur, on a un rebond. Donc c'est peut-être la fin de la baisse. On a peut-être fait qu'un chandelier baissier. Moi, je pense qu'on aura une deuxième séance de baisse. Si on se met, je pense qu'on peut avoir une deuxième séance de baisse parce que statistiquement, je refais voir le graphique que je vous avais que je vous avais montré et qui justifiait ce scénario baissier en début de semaine. Vous savez, le fameux rallye haussier, le S&P qui a fait 8 séances consécutives de hausse. Donc si on regarde un petit peu ce qui se passe, en général, ouais, dès qu'on a une hausse, vous voyez, même rien que 5-6 séances de hausse consécutives, on a, bon là on avait une séance de baisse. Ici c'était 8 séances consécutives de hausse, c'était la dernière fois qu'on avait eu ça avant celui d'hier, et on avait eu 2 séances de baisse. Là on a eu qu'une séance de baisse. Alors je ne sais pas si on va en avoir 2, mais voilà, en tout cas ça se joue une ou 2 séances de baisse, plus ça m'étonnerait. En tout cas, d'un point de vue statistique, ça me semble peu probable. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait une étude que je n'ai pas terminée, mais je vais vous la montrer quand même. Alors. Ah oui. Alors, on va montrer uniquement ce qui est supérieur ou égal à 8. Ce qui est simplement égal à 8.
Voilà, donc là c'est 8 séances consécutives de hausse. J'ai les statistiques du S&P depuis 1950. Donc voilà, en unité de temps journalière, ça fait pas mal, hein. Vous voyez, il y a 17 000 lignes, hein. 17 000 lignes. Et donc on voit que en général, J plus 2, donc probabilité alors faudrait que je prenne le temps de le faire. Mais du coup, j'ai pas les probabilités pour un J plus 2. Mais vous voyez que on peut avoir une baisse, donc 2 jours après 8 séances consécutives de hausse. Donc là, on a fait une première séance de baisse. Et là, vous voyez que la probabilité d'une seconde. Donc là, j'ai pas le chiffre parce qu'il faudrait que je fasse des formules de calcul, ça va prendre un peu de temps. Mais on voit que c'est pas du 90% de probabilité de baisse ou de 90% de probabilité de hausse. Vous voyez que là, on a 2 séances de baisse, 4 séances de hausse, 4 séances de baisse. Donc vous voyez, en fait, ça m'a l'air d'être voilà, de vue du 50-50. Donc je pense qu'on a autant de chances qu'on enchaîne une deuxième séance de baisse qu'un rebond, qu'un nouveau rebond. Par contre, si on fait le bilan sur 5 jours, j'ai l'impression qu'on a plus de chances que ce soit haussier après 5 jours. Voilà, je vais faire de toute façon toutes les statistiques. Et une fois que je fais toutes les statistiques, je vous le montrerai donc probablement demain matin, lors de ce prochain webinaire. Vous avez extrait les valeurs depuis ProAltime. Non, parce qu'il me semble sur ProAltime, on peut pas exporter les valeurs. Ça, c'est les valeurs du cash. C'est pas les valeurs du contrat CFD, c'est les valeurs du cash, donc du S&P 500, le vrai S&P 500. Alors pour ceux qui veulent savoir où j'ai extrait sur Yahoo Finance. Voilà, sur Yahoo Finance, vous pouvez extraire les valeurs gratuitement. Bref, donc ce que je m'attends en intraday, c'est une séance vraiment neutre sur les indices. Ça va beaucoup dépendre de ce que va dire la BCE, parce que forcément, si la BCE met en place des mesures accommodantes pour les banques commerciales, ça serait positif pour les marchés actions. Vous voyez, et le CAC, c'est quand même un indice dont le secteur bancaire est assez important. D'accord, on a les valeurs du luxe, qui est le premier secteur. Même si c'est pas un secteur, on peut le considérer comme un secteur vu la taille des 4 sociétés du luxe, LVMH, Kering, L'Oréal et Hermès, c'est 25% du CAC 40, hein, c'est un quart. Ces 4 sociétés, c'est un quart. Donc on peut dire qu'on a un secteur du luxe, même si en soi ça n'existe pas. Donc luxe, on a également les bancaires et le pétrole. C'est les 3 plus gros secteurs du CAC 40. Donc forcément, si la BCE annonce des mesures accommodantes pour les banques commerciales, le CAC y rebondira. En tout cas, il y a de très fortes chances. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait une divergence, mais que le RSI, vous voyez, après avoir, en tout cas, s'être approché de 50, pas en moins, il rebondit. Donc voilà, il n'y a pas de divergence haussière de valider. Sur le 1 heure, c'est validé. Comme l'a très bien dit Vincent, si on passe sous 5443, voilà, si on clôture en journalier sous 5443, qui est l'ancien sommet, le sommet du mois de mars, eh bien c'est probablement une accélération baissière jusqu'à voilà, moi personnellement j'anticiperai un retour à 5400 voire même 5370 points. Au niveau du CAC 40, belle divergence, pareil qui est valide sur des temps horaires. Sur le 4 heures, je pensais voilà, pareil, sur les temps 4 heures, on a un rebond à 50. Donc pour le moment, vous voyez, on n'a pas de scénario de swing trading. D'accord. Par contre, si on passe pareil sous le sommet du mois précédent, qui est à, alors là je ne le vois pas, 11 825, si on clôture en journalier sous 11 825, on ira très probablement chercher les 11 588 points. Au niveau du S&P, alors le S&P il tient relativement bien pour le moment, malgré le fait qu'on ait une divergence. C'est pareil, vous voyez que le RSI il est à 64, alors que le RSI du CAC il est à 63, ça va. Mais par contre sur le DAX, 61. Vous voyez, le S&P, le RSI il est un peu mieux quand même, mais il est très loin de 50. Alors si on se met en horaire, divergence validée, divergence baissière validée, perspectives qui sont donc baissières jusqu'à 2861, c'est le plus haut du mois précédent. Si on passe sous 2821, on ira chercher 2841, puis potentiellement 2821. Décidément, on n'a que des 1.
Au niveau du FX, le DXY, alors DXY, on a un double top qui est validé, puisque voilà, on passe sous cette ligne de coup, cette zone de ligne de coup. Certes, on a un rebond, on a le pullback, mais voilà, on a le double top validé qui donne un objectif théorique baissier en dessous de 96. En fait, concrètement, on va aller chercher cette oblique. Donc, perspective baissière DXY et donc perspective haussière euro-dollar. Parce que si DXY, on a une perspective baissière, puisqu'on sait que 57% du DXY c'est de l'euro, eh bien l'euro, voilà, on peut pas avoir une baisse du DXY sans avoir de hausse de l'euro. Mais bon, comme vous savez aujourd'hui, BCE et minutes de la Fed, ça va être une journée très 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 importante. En plus, on a l'IPC-US, donc autant vous dire que voilà, c'est pas le casino, mais concrètement, ça va être assez délicat. On peut autant avoir une hausse de voilà, d'une cinquantaine de pips comme une baisse d'une cinquantaine de pips. Tout va dépendre de ce que va annoncer la BCE, de l'inflation américaine et des minutes de la Fed. Donc au niveau de l'euro-dollar, techniquement, c'est boule. En plus, le fait qu'on ait eu un double top validé sur le DXY, ça renforce les perspectives haussières sur l'euro. Donc l'euro, encore une fois, un 12,15, un 11,75, ça se paye parce que c'est le dernier support avant une baisse jusqu'à un 10. Si on passe sous un 11,75, c'est direction un 10. Voilà, il n'y a pas à dire. Donc là, l'euro-dollar, perspective haussière, je dirais jusqu'à cette oblique. Et ensuite, si on sort par le haut de cette oblique, alors faudra attendre un deuxième chandelier de hausse, une confirmation. Comme vous pouvez constater ici, on a vu un beau breakout et finalement le lendemain, on avait réintégré. Donc voilà, c'est pas qu'un simple breakout qu'il faut avoir. Plus le cours évolue dans une pattern, enfin plus longtemps, pardon, il évolue dans une pattern, que ce soit un range, un biseau, un triangle, plus il va falloir avoir des signaux de confirmation. D'ailleurs, en journalier, voilà le biseau. Donc si on sort par le haut, bah, c'est objectif théoriquement un 18-15, mais il faudra des confirmations. Donc là, c'est perspective haussière jusqu'à cette oblique pour le moment. Et nous verrons par la suite si on a des signaux baissiers en intraday ou non. Si on a des signaux baissiers comme une divergence, comme actuellement finalement, vous voyez que là on a une divergence, ça se trouve on va baisser. Hein. Peut-être qu'on fait une épaule tête épaule, parce que regardez, là ce qu'on est en train de faire, c'est une belle div. Donc ça ressemble à un début d'épaule tête épaule. En tout cas, ce serait parfait, parce que vous voyez que la ligne de coup, c'est le sommet de la semaine précédente, donc c'est à 1,1254. Si on passe en dessous de 1,1254, c'est objectif baissier jusqu'à, vous voyez, 1,1215 finalement. On vient chercher le fameux support à 1,1215. Donc là, clairement à surveiller cette résistance à 1,1274. Parce que si on commence à baisser et en plus on casse ce creux, bon bah, euro-dollar, épaule tête épaule, objectif 1,1215. Et donc le double top du DXY serait invalidé. Donc ça va dépendre encore une fois la BCE, mais également du sommet européen. Parce que le sommet européen, il va influencer, enfin la décision va influencer le GBP. Et comme vous savez, le GBP, eh bien, il aura une influence sur l'euro-dollar. Donc GBP USD, vous voyez qu'on c'est consolidation, hein, le marché n'est dans aucun mouvement à très très court terme. Tout se joue à 1,30. Si on passe sous 1,30, si on a une clôture sous 1,30, eh bien on aurait un double top validé avec un objectif théorique baissier jusqu'à 1,25. Mais pour le moment, ce qu'on a, c'est absolument rien. On a même, en fait, je dirais qu'on a un double top, mais on a aussi un triangle descendant. 1, 2, 3, 4, 5 points de contact. Donc vous voyez, là, on a un triangle qui est descendant. Mais encore une fois, pour valider cette configuration baissière, il faut la cassure de la ligne de coup. Et la ligne de coup, c'est pas seulement un 30, c'est également le plus bas du mois, le plus bas du mois dernier, et c'est ce plus bas du mois de février. Donc c'est le plus bas du mois de février, le plus bas du mois de mars et le plus bas du mois en cours, le mois d'avril. Donc c'est un puissant niveau de support qu'on a là. Donc faut pas le sous-estimer. Un 30, vous voyez ce niveau de prix. Donc voilà, faut vraiment qu'on passe en dessous pour envisager un retour eh bien vers les plus bas de l'année dernière, 1,25.
Parce que vous voyez que là, l'objectif théorique, ça serait aux alentours, à peu près, ces niveaux de décembre. Donc vers 1,25. En théorie, bien évidemment. L'USD-Yen, alors, l'USD-Yen, c'est très important de le surveiller pour trader le marché action. Parce que voilà, l'USD-Yen, comme vous commencez à le savoir, c'est un baromètre, tout comme peut l'être le cuivre, ou comme l'AUD-Yen, ou comme le pétrole. C'est un baromètre d'appétit ou d'aversion pour le risque. Si on a l'USD-Yen qui est en baisse, alors on a de fortes chances que le S&P le soit également. Euh, donc l'USD-Yen, on avait, je rappelle, une épaule tête-épaule validée hier. D'ailleurs, j'ai écrit un article à ce sujet. Là, on est en train de faire un pseudo pullback. Je sais pas si on peut appeler ça un pullback puisque c'est plutôt une consolidation. Mais bon, vu que la ligne de coup est baissière, bah, on a l'impression que c'est un pullback. Donc voilà, reste à voir si on va avoir une nouvelle baisse. En tout cas, l'objectif théorique de cette baisse, c'est finalement le plus bas du mois en cours et le plus haut de la semaine précédente à 110,82. Et plus bas, pardon, de la semaine précédente. J'ai dit le plus haut. C'est le plus bas de la semaine précédente. Donc 110,82, c'est l'objectif théorique baissier. Donc perspective baissière sur le SDN, ça veut dire donc perspective plutôt baissière sur les marchés actions. Donc voilà, divergence, on l'avait vu en début de semaine, validé lundi, donc voilà, c'est baissier. Divergence plus épaule tête épaule, c'est baissier. Regardons un autre baromètre, peut-être il y a un autre baromètre qui viendrait nous dire le contraire. Le pétrole, par exemple, alors qu'est-ce que fait le pétrole? Alors, ce mois en journalier, bon, journalier, c'est haussier. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ma moyenne mobile à 200, la fameuse moyenne mobile à 200, fameuse moyenne mobile à 200. Alors, RSI suracheté, c'est pas un signal baissier, mais il faut le surveiller, parce que si on commence à avoir une baisse, pardon, excusez-moi, on aurait un signal baissier. Et souvent, lorsqu'on est en surachat ou en survente, on a des divergences. Alors, c'est pas tout le temps, mais c'est là les meilleures zones pour des divergences. En 4 heures, alors là, on a un plafond du RSI, mais on n'a pas de signaux baissiers. Le RSI est toujours au-dessus de 50. Donc, pour le moment, je dirais que sur le pétrole, on n'a pas de signaux baissiers majeurs. Vous voyez, on a une petite baisse, mais on n'a rien de compromettant. Sur WTI, peut-être que c'est quelque chose de différent. Non, ça ressemble. Vous voyez, le WTI, c'est pareil. On a une petite phase de respiration, mais de là à dire qu'on a eu une baisse, c'est pas du tout le cas. Donc là, c'est objectif, comme vous le savez, depuis maintenant 2 mois quasiment, objectif des épaules tête épaule. Donc 66 sur WTI et sur le Brent, c'est 77 dollars. Donc pour le moment, le pétrole à court terme, depuis le début de semaine, il est ni haussier ni baissier, il est neutre. Le cuivre, c'est neutre depuis février et voilà. Donc finalement, vous voyez qu'on est passé de baromètres bullish comme le pétrole et l'USD-Yen, le cuivre lui consolide depuis beaucoup de temps, à des baromètres baissiers, l'USD-Yen et par contre le pétrole qui est neutre. Donc vous voyez qu'on a eu une dégradation des baromètres d'appétit ou d'aversion pour le risque, ce qui donne voilà des perspectives plutôt, en tout cas pour le moment, baissières sur les indices à court terme. À court terme. Donc forcément, ça soutient l'or, même si pour le moment on n'a pas une chute du dollar, ça soutient l'or, hausse de la volatilité implicite. Je rappelle, le VIX a pris 8% hier, donc forcément ça vient soutenir la demande pour l'or. Voilà, comme on l'a dit hier matin, l'or c'était à 1197, ça se payait, et là on est revenu tester. On est même venu dépasser les sommets de lundi. Donc on est venu chercher 1306. La perspective de l'or, elle est haussière. Haussière jusqu'à où? Jusqu'à cette oblique. Parce que cette oblique, elle sera très très importante. Si on casse par le haut, ça veut dire qu'on va chercher le plus haut du mois dernier à 1236, 1326, et éventuellement les sommets de février à 1346. Par contre, si on a une nouvelle baisse, une correction, un renversement sous cette oblique, eh bien, on irait chercher les plus bas, les récents plus bas. Voilà, donc pour le moment, c'est bull
Et donc ces directions environ 1315. Allez, 1315. Voilà, donc neutre pétrole, baissier, marché action à court terme, haussier or, euro, attention, c'est haussier, mais on pourrait faire une épaule tête épaule. Tout va dépendre de la BCE, de la Fed et de l'IPC US. Donc là aujourd'hui ça va être une journée cruciale pour l'euro dollar, hein, vraiment. Cet après-midi. Et baissier USD yen. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que j'arrive à la fin de ce webinaire, je fais un point sur l'euro franc. L'euro franc qui continue d'être haussier. On voit que tous les jours, on a des nouveaux plus hauts, des nouveaux récents plus hauts. Attention. Mais regardez, en journalier, c'est assez propre. Vous voyez, depuis le rebond, depuis la divergence, en 4 heures, alors, depuis que la divergence est validée mardi de la semaine dernière, vous voyez que c'est bien boule. Donc là, l'objectif, c'est c'est déjà, en fait, c'est un 13. Un 13. Qu'est-ce que représente un 13? Un 13, c'est ce niveau moyen. Vous voyez cette zone de congestion, eh bien, c'est autour des 1,1350 et le bas, il est à 1,13. Donc moi, personnellement, j'ai une perspective plutôt haussière jusqu'à 1,13, voire même la moyenne mobile à 200. Après, passer au-dessus de la moyenne mobile à 200, ça nécessitera très probablement une amélioration du contexte macro en zone euro, ou du moins un soft Brexit. Voilà. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui soutient finalement l'euro franc? Bien, vous le savez, le fameux spread BTP Bund, vous le connaissez. Bien, regardez, le spread BTP Bund, il est en baisse. Il est en baisse depuis le début du mois, pardon, et la perspective est baissière sur l'euro franc jusqu'au plus bas du mois de mars. Alors pas en dessous parce que on voit que c'est une zone de support quand même assez importante. Pour que ce spread passe en dessous, faut quoi? Faut des réformes structurelles en Italie pour rassurer les investisseurs sur la dette italienne. Ce qui n'est pour le moment pas le cas. La dette italienne, c'est la même source d'incertitude en Italie. D'accord? Donc, ça va maintenir le spread assez élevé. Donc, tant que ce spread est baissier, ça soutient l'euro franc, mais on voit que les perspectives baissières de ce spread sont assez limitées. D'accord? On peut avoir une baisse d'encore les 10 points de base au maximum. Donc c'est pour ça que les perspectives haussières sur l'euro franc sont assez limitées à court terme. L'euro franc, ça m'étonnerait que demain il atteigne un 1,20 ou même un 15, parce que ça voudrait dire que le spread devra fortement baisser. Je pense qu'il doit revenir à 200 bps pour que l'euro franc revienne à 1,15. Vous voyez là on a le spread, je superpose à cela l'euro franc et vous constatez qu'on a une corrélation qui est négative. C'est-à-dire que dès que le spread s'étire, dès qu'il augmente ce spread, l'euro est sous pression. Le franc sert à l'inverse de devise refuge. Là, ça monte, l'euro franc, il baisse. Vous voyez? Là, ça monte, l'euro franc qui chute. Donc on a une corrélation, alors je veux bien, parfois on a une corrélation qui devient positive, c'est normal, mais concrètement, on a plus souvent une corrélation qui est dite négative. Donc là, ce spread perspective baissière assez limité, et donc perspective haussière de l'euro franc dorénavant assez limitée. C'est pour ça que je vise un 30, voire au maximum la moyenne mobile à 200, mais pas plus haut. Alors la paire AUD-Yen. Alors petite parenthèse, ce soir je fais un webinaire éducatif, je le ferai sur ces fameux chandeliers qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais alors c'est vrai qu'en plus je les utilise pas beaucoup, mais alors ils sont très très simples hein, à comprendre. Mais en fait, je les trouve plus intéressants, en tout cas je les trouve de plus en plus intéressants, et peut-être plus intéressants que les chandeliers classiques. Je vous expliquerai pourquoi ce soir. Vous voyez que c'est pas les mêmes, c'est pas la même chose. Hein. Ça ressemble. Vous voyez que là on a les bougies creuses et les bougies pleines. Donc il n'y a qu'une différence à savoir. Donc je ferai un webinaire éducatif là-dessus. Ça va aller relativement vite, mais j'essaierai de vous apporter une valeur ajoutée. Bref, alors la UD-Yen. La UD-Yen, toujours dans son range. Et vous voyez que ce baromètre, depuis début février, il est neutre. D'accord? Il ne témoigne pas de l'appétit au risque. La UD-Yen, c'est quoi? Plus qu'un baromètre d'appétit ou d'aversion au risque, ça représente vraiment les perspectives, enfin,
la confiance des investisseurs sur la croissance mondiale. Parce que si on a une accélération de la croissance mondiale, l'AUD est boule. Il surperforme généralement. Pourquoi? Bien parce que qui est-ce qui tire la croissance mondiale? La Chine. La Chine et plus particulièrement l'Asie. Or, ces pays, ou du moins cette région, produit quoi? Des produits manufacturés. Pour produire des produits manufacturés, il faut des ressources naturelles. Et l'Australie, de par son territoire et sa situation géographique, est un important exportateur de matériaux, que ce soit du métal ou même du métal. Voilà, même du pétrole, il me semble. Il me semble que l'Australie exporte du pétrole. Mais voilà, donc charbon, métaux, il me semble pétrole. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile que l'Australie exporte ses métaux vers la Chine plutôt que voilà, l'Arabie Saoudite exporte du pétrole. Alors, l'Arabie Saoudite exporte du pétrole vers la Chine, mais en distance, c'est beaucoup plus loin. Donc voilà, l'Australie a un avantage géographique. Et c'est pour ça que dès qu'on a une accélération de la croissance mondiale, ça vient de l'Asie. D'ailleurs, il faut savoir que en 2019, la croissance mondiale, elle est attendue à 3,3%. D'accord, c'est la dernière prévision du FMI publiée hier. Dans ces 3,3%, 30% de cette croissance devrait être générée par la Chine, à elle toute seule. 30% de la croissance mondiale. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de l'AUD yen comme un baromètre d'appétit d'aversion au risque. Parce que si on a une accélération de la croissance mondiale, ça sous-entend une hausse de la demande chinoise et donc l'Australie qui va être le premier bénéficiaire de cette accélération de la croissance. L'accord UE-Suisse dans l'impasse. Alors Edwin, je ne suis pas du tout l'accord UE-Suisse. Je suis très très loin, donc je ne pourrais pas vous donner vraiment d'éléments. Voilà. Philippe qui nous dit, alors on va dire bonjour Philippe, si on utilise les bougies Helsinki, alors Enkinashi vous voulez dire plutôt, en intraday on a vraiment une meilleure visibilité pour suivre une tendance, c'est davantage en daily. Alors oui voilà, Enkinashi c'est poursuivre ça sert à lisser le prix. C'est vraiment le terme adéquat, c'est pour lisser le prix. Donc pour suivre la tendance en intraday ou en journalier ou en weekly ou en mensuel, oui, c'est mieux. C'est mieux que les chandeliers classiques. Les chandeliers creuses, on va voir ça ce soir. C'est très très simple à comprendre, hein, mais c'est pas comme Enkinashi. Enkinashi, c'est vraiment pour du suivi de tendance, pour filtrer les signaux. Alors mon avis sur le cacao, me demande Denis, en weekly. Alors j'aime bien ces questions qui sortent, enfin ces demandes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Cacao, alors juste, je vais regarder l'ATR. L'ATR sur un mois, voilà, ATR en pourcentage, 2%. 2%, on a des pics à 3%. C'est quand même assez volatile. Donc là, cacao, déjà en daily, vous voyez que ça se paye. Hein. Ce niveau-là, il se paye. Et la résistance, c'est assez net, hein, regardez, en journalier. Ensuite, je passerai en weekly. Bon, là, on a eu une petite info breakout. Et le cacao, on est dans un gros range depuis mi-2018. Alors en hebdo, pareil, on voit très bien ce range. On voit très bien. Alors je connais pas du tout les fondamentaux du cacao, hein. Donc ne me demandez pas pour les fondamentaux. Voilà. Alors oblique haussière confirmée puisqu'on a 3 points de contact. Celle-là elle est assez intéressante. Celle-là je la mets juste en évidence parce que voilà, éventuellement il faudra la surveiller, mais pour moi il y a que 2 points de contact, donc c'est pas très très utile. Donc là 3 points de contact, 1, 2, 3. Donc si on a un retour à cette oblique, ça pourrait être intéressant à payer d'un point de vue technique, encore une fois, parce que les fondamentaux, je ne les connais pas. Donc voilà, zone de soutien vers 2,25, pardon.
Et résistance, en tout cas à court terme, on le voit, on y est actuellement, c'est 2,416. Si on a breakout, on ira chercher probablement les 2,5. Les 2,5, seuils psychologiques. Sur les commodities, les seuils psychologiques sont des seuils très 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 importants. On va regarder le coton aussi. Personne ne me l'a demandé, mais c'est vrai que de loin je le regarde. Le coton, c'est beaucoup plus volatile, il me semble. ATR pourcentage, voilà, 3,4%. On a atteint des pics de 5% sur un mois. 4,50, 5%. On avait du 15% en 2011. Alors, le coton, on n'a pas vraiment d'oblique ici. Là, c'est sur du 200 semaines. On a un support vers ce niveau de prix. On voit que ça sert globalement de soutien, mais c'est voilà, c'est bipolaire, hein, un support comme une résistance. Donc support devenu résistance, redevenu support. Moyenne mobile à 200. En journalier. En journalier, donc là, on avait une belle div. Regardez, la grosse div. Divergence haussière, validée une fois qu'on a eu le breakout. Alors, petit conseil pour valider une divergence lorsque le sommet entre les deux creux de la divergence haussière dépasse 50, c'est compliqué d'utiliser 50 du coup, puisque le sommet, vous voyez, il est au-dessus. Donc en fait, pour valider cette divergence, puisque le sommet ici entre les deux creux était passé au-dessus de 50, eh bien finalement, au lieu d'attendre que le RSI casse 50, il va falloir attendre que le RSI atteigne un nouveau plus haut que l'ancien sommet. Parce qu'en fait, c'est quoi une divergence? C'est une inversion de tendance. C'est la tendance du RSI qui est à l'inverse que la tendance du prix. Et une tendance, on sait que c'est des creux et des sommets de plus en plus hauts. Donc là, du coup, pour qu'on ait une tendance haussière, il faut des creux et des sommets de plus en plus hauts. Donc creux, sommet, creux, et donc le sommet doit être supérieur au précédent. Donc c'est à ce moment-là, ou à ce moment-là précisément, voilà, on va dire celui-là, on était plus certain que la divergence, du coup, pouvait être exploitée. Et vous voyez que depuis le cours, il est en belle hausse, hein, puisqu'il progresse de près de 5%. Donc là, on teste la moyenne mobile à 200. La moyenne mobile à 200, c'est une moyenne mobile très, très, très importante. Si on a breakout, bon, bah, on ira chercher probablement, en tout cas, on s'approchera grandement des sommets de l'année dernière. Par contre, là, bah, c'est un niveau de prix très, très important. En plus de cela, on a une divergence. Regardez, divergence, vous voyez. Si je rejoins les deux sommets, ils sont de plus en plus bas, alors que sur le prix, ils sont de plus en plus hauts. Donc si là, le prix, le RSI pas sous 50, eh bien vous connaissez la chanson, c'est correction et on utilisera les ratios de Fibo. Voilà, à condition que le RSI passe sous 50. On ira chercher un retour, vous voyez, vers ce niveau-là. Que traduit en quelques mots l'indicateur ATR pourcentage? Alors l'ATR pourcentage, c'est l'ATR, mais au lieu que ce soit montré que la valeur soit en pips, c'est montré en pourcentage du prix. Parce que en fait, on compare pas une commodities, la volatilité d'une commo comme la volatilité d'une paire forex. Vous voyez. Donc voilà, c'est pour comparer de façon un peu équitable. Parce que voilà, la volatilité par exemple de l'euro-franc, ça peut être, je ne sais pas moi. Attendez, on va regarder. En fait, par exemple, regardez, si vous mettez un ATR sur le Dow Jones, excellent exemple. Mettez un ATR sur le Dow Jones, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir, on va le faire, Dow Jones, ATR, donc l'ATR classique, donc ATR, si on se met sur du 20 périodes, sur un mois, donc vous voyez qu'on a une volatilité moyenne de 270 points. Si je vous dis l'ATR moyen du Dow Jones, la volatilité moyenne sur un mois du Dow Jones, c'est 270 points. En soi, vous savez pas vraiment ce que ça représente dans 270 points sur le Dow Jones. On ne sait pas vraiment, d'accord. Et si je vous dis que le CSI chinois, c'est 85 points, vous allez me dire quoi? Ah bah le Dow Jones, il est 3 fois plus volatile que le CSI, que l'indice chinois, en théorie, puisque 220, c'est plus important que 85. Eh bien non, parce que si on met l'ATR en pourcentage, en fait, ça dépend du prix, d'accord. Donc si
Par contre, on met l'ATR en pourcentage. Sur un mois, bien, la volatilité moyenne de l'indice chinois, c'est du 2% par jour. D'accord? Plus ou moins 2% en moyenne sur un mois. Alors que le Dow Jones, c'est 1%. Donc en fait, le CSA chinois est 2 fois plus volatile que le Dow. Donc en fait, c'est pour comparer la volatilité entre différents actifs. C'est très intéressant d'utiliser l'ATR en pourcentage. Et c'est totalement inutile d'utiliser l'ATR classique. Si vous comparez la volatilité entre différents actifs, c'est totalement inutile. Maintenant, d'un point de vue stratégie de trading, si vous voilà pour une stratégie, l'ATR classique est intéressant. L'ATR en pips, en points, est intéressant. Mais voilà, si on veut comparer l'ATR, la volatilité moyenne d'un actif par rapport à un autre, ça ne sert absolument à rien d'utiliser l'ATR. Il faut utiliser l'ATR en pourcentage. La volatilité en pourcentage du prix et non pas la volatilité en nombre de points. Ça veut absolument rien dire. Voilà pourquoi et ATR, ça veut dire Average True Range. Donc, voilà, en gros, c'est la volatilité. Voilà donc pour ce point de marché, je vois qu'il n'y a plus de questions. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à ce soir. Ce soir, comme vous savez, à 18h, je ferai un webinaire éducatif sur les bougies creuses, en essayant de vous apporter une valeur ajoutée. En tout cas, de vous faire découvrir ce type de graphique qui me semble assez intéressant et peu connu. En tout cas, peu utilisé, hein. Je le vois sur les réseaux sociaux, c'est pas vraiment utilisé. Donc voilà, je vous le ferai découvrir ce soir. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Soyez prudents sur le marché parce que beaucoup de catalyseurs, hein, BCE, IPCUS, bon, les minutes de la Fed ne seront pas publiées d'ici là. Mais voilà, on aura également ce sommet européen. Qui sait, ça se trouve, nous aurons une annonce faite d'ici 18h. Donc voilà, soyez prudents et je vous dis à ce soir.